Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Salut à toutes, salut à tous. C'est le 4e monument de la saison. Pour l'instant, les 3 premiers ont été identiques avec un duel entre Van Der Poel et Tadej Pogačar et avec Ganna ou Pedersen en 3e homme. Cette fois-ci, ça sera différent, même si on aura bel et bien a priori un duel qui est attendu entre Tadej Pogačar, mais pas de Mathieu Van Der Poel aujourd'hui. C'est avec Remco Evenepoel qu'on attend la véritable bataille pour Pogačar. Il n'y aura pas non plus de Pedersen, de Ganna ou de Van Aert qui ont joué les podiums sur les autres monuments. Donc il y aura de la place sur le podium pour d'autres coureurs sur ce Liège-Bastogne-Liège, la 111e édition de ce monument, de cette classique. C'est la 2e plus vieille course cycliste de la planète, Liège-Bastogne-Liège, et c'est peut-être bien la plus prestigieuse. 252 km sur les routes belges entre Liège et Liège, donc 12 ascensions répertoriées, on va dire, au cours de la journée sur 250 km. C'est pas non plus beaucoup, mais voilà, il y en a beaucoup, surtout sur la fin. Elles sont concentrées sur les 100 derniers kilomètres avec des noms fameux comme le col du Rosier, le côte de la Redoute, la Roche au Faucon. Bref, plein d'opportunités pour Evenepoel ou Pogačar de s'envoler avant l'arrivée qui est sur le plat. Mais il y aura quand même des adversaires, toujours, pour Pogačar et Evenepoel. Mais voilà, la victoire d'un autre coureur que ces deux-là serait étonnant. D'ailleurs, Pogačar et Evenepoel, ce sont eux qui ont gagné les 4 dernières éditions de Liège-Bastogne-Liège. Pogačar s'y est imposé en 2024, l'an passé, et en 2021. Evenepoel, lui, c'était en 2022 et 2023. Il faut donc remonter à 2020 et la victoire de Primož Roglič pour une édition d'un Liège-Bastogne-Liège sans Pogačar ou Evenepoel sur la première place. Et puis à noter qu'ils ne sont que 9 coureurs à avoir participé à Paris-Roubaix et à être présents aujourd'hui sur Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogačar est évidemment l'un d'eux. Et Pogačar a même la particularité d'être le seul coureur de tout le peloton professionnel. On ne parle pas seulement des favoris, mais bien aussi des équipiers, des petites équipes. C'est le seul coureur à avoir participé aux 4 monuments cette saison. Il a terminé à chaque fois sur le podium. Il est fort probable que ce soit encore le cas aujourd'hui pour cet incroyable coureur slovène qui est quand même révolutionne le cyclisme. Mais il y aura des adversaires donc, à part Remco Evenepoel pour la Quick-Step. On n'oublie pas la présence aujourd'hui, c'est important, de Romain Bardet, 2e l'an passé sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et puis ce sera le dernier monument de sa carrière puisqu'il prendra sa retraite en juin prochain. Des beaux outsiders avec Thomas Pidcock pour la Q36.5. La Lidl Trek toujours bien armée avec Mathias Kielmose, Giulio Ciccone et Thibaut Nice. On a Kevin Vauquelin qu'on a vu très bon sur la Flèche Wallonne qui sera là pour l'Arkea BNB. Julien Alaphilippe et Marc Hirschi pour la Tudor. Ineos Grenadier avec Carlos Rodriguez, avec Axel Laurence, Geraint Thomas aussi qui sera présent, l'ancien vainqueur du Tour de France. La Groupama FDJ est venue avec son fameux trio, Martin Madouas et Romain Grégoire. Attention à Quentin Hermans pour l'Alpecin de Koenig, c'est un profil qui lui convient parfaitement, Liège-Bastogne-Liège. La Décathlon, AG2R, la Mondial Team avec Aurélien Paré-Peintre en leader. Astana a lui un autre Français en leader, c'est Clément Champoussin. Pas de Lenny Martinez par contre pour la Bahreïn victorieuse, c'est Santiago Buitrago qui sera le leader avec Peyo Bilbao également.
On a Tige Benoît pour la Visma Lease Bike, mais donc pas de Wout van Aert, pas plus qu'il y a de Pedersen du côté de la Lidl Trek ou de Ghana du côté de l'Ineos. La Movistar viendra avec Henrik Mas. Attention à Alex Aramburu pour la Cofidis. Ça aussi, c'est un coureur qui peut briller sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. On a Magnus Cort pour l'Uno-X, Ben Illy pour l'IF Education Easy Post avec aussi Nelson Poles, Michael Matthews et Ben O'Connor pour la Jayco Alula. Vont tenter de faire mieux que lors des précédentes classiques où ils n'ont pas réussi à se montrer, notamment Michael Matthews. Il est décevant pour l'instant cette saison. Louis Barré pour l'Intermarché Venti dont on attend beaucoup après sa formidable course sur l'Amstel. On a encore Lennart Van Edvelt pour la Lotto, voilà, de plusieurs de ses favoris et outsiders du jour qui vont tenter d'aller créer la surprise et de perturber le duel attendu entre Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. On se régale, c'est la dernière de cette saison de classique et ça va être encore un feu d'artifice, en tout cas c'est ce qu'on espère. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Kilomètre zéro. Et évidemment, des attaques immédiatement. Ça va être une belle bataille encore pour l'échapper aujourd'hui. Je n'ai pas parlé au palmarès du dernier vainqueur français. Encore une fois, ça remonte à une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'était Bernard Hinault en 1980. Aujourd'hui, la principale chance, c'est probablement peut-être Kevin Vauquelin. Hein. Attention à Bardet, à Julien Alaphilippe, Romain Grégoire, qui seront aussi là pour les Français, même si l'objectif, c'est plus un podium qu'une victoire, évidemment, au vu de la présence de Pogačar et d'Evenepoel. Ça attaque de partout, mais pour l'instant, pas vraiment d'écart fait pour les échappés. Avec le peloton, ils sont toujours repris. Il y a beaucoup d'équipes, évidemment, qui veulent mettre des coureurs devant. Et là, on a 3 coureurs qui ont fait un petit écart avec Simon Guglielmi pour l'Arkea. On a un Norvégien de l'Uno-X, Zacharias Kohler, Lowland. Et puis Valentin Retailleau là, pour la Total Energy. Ils ont réussi à faire un tout petit écart, mais il y a 3 coureurs. C'est pas beaucoup pour une échappée sur un monument. Il y a d'autres coureurs qui vont vouloir tenter de les rejoindre. Ça va être compliqué. On voit une dizaine de coureurs là, qui tentent encore de partir. On est parti depuis 20 km et pour l'instant, le peloton est toujours complet malgré toutes ces attaques. Ou plutôt à cause de toutes ces attaques, vu que voilà, ça attaque, d'autres équipes prennent aussi l'attaque. Ça fait un peloton qui va vite. Et pour l'instant, personne qui s'échappe. Allez, encore là, on a un bon groupe d'une dizaine de coureurs, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ils ont pris un peu plus d'avance. C'est peut-être bien la bonne, cette dizaine de coureurs là. On a qui on a la composition là avec Hannes Wilksch pour la Tudor, un Allemand, Stan Van Triert, le Belge de l'Alpecin de Koenig, Jack Egg pour la Bahrain Victorious. On a Zacharias Kohler Lowland, qui était déjà à l'attaque tout à l'heure et qui est de nouveau là pour l'Uno-X. Camiel Bonneux pour l'Intermarché Venti, Eduardo Sepulveda, l'Argentin de la Lotto. Et puis on a 2 coureurs de la Total Energy avec Ryan Boulawat et Valentin Retailleau, lui aussi à l'attaque tout à l'heure et qui a remis ça, cette fois-ci peut-être bien dans le bon coup. Et puis on a 2 coureurs de la Wagner Bazin, autre équipe invitée, avec Cyriel Dessal, le Belge, et le Français Henri-François Renard-Aquin. Il n'a pas le nom le plus... C'est pas Jack Egg, quoi. C'est Henri-François Renard-Aquin. On ne le connaissait pas, mais il est à l'avant, là, dans cette échappée. Il y a 2 coureurs qui sont encore sortis du peloton en contre. Ils sentent que c'est peut-être le bon coup, mais ils sont vraiment dans un temps de retard, là. Un coureur de l'Arkea BNB Hotel, c'est Mathis Lebert. Et puis un autre coureur de la Wagner Bazin, Johan Mins, qui sont sortis à leur tour du peloton. Mais ils sont 10 devant, ils sont 2. Il va falloir qu'ils fassent un gros effort là pour revenir. 220 km de l'arrivée et l'échappée semble être bel et bien formée avec 12 hommes, puisque Mathis Lebert et Johan Mins ont réussi à rattraper les 10 autres de tête. Ils ont 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton qui les a donc laissés partir. On se retrouve avec 3 coureurs de la Wagner Bazin à l'avant suite à l'arrivée de Mins, avec également Dezal et Renard-Aquin, 2 coureurs pour la Total Energy. Et puis les autres équipes représentées sont l'Alpecin de Koenig, l'Arkea BNB Hotel, l'Uno-X Mobility, l'Intermarché Venti, la Lotto, la Bahrain Victorious et la Tudor Pro Cycling Team. La présence de Jack Egg, c'est probablement le coureur le plus connu, le plus prestigieux dans cette échappée, avec aussi Stan Van Triert. Je regarde le meilleur résultat pour Jack Egg sur un Liège-Bastogne-Liège, c'est une 11e place en 2022. Il n'a jamais fait de top 10, il a fait 11e. Jack Egg, et aujourd'hui il a décidé de tenter quelque chose de différent en prenant l'échappée matinale. Derrière, dans le peloton, c'est la Team Emirates qui a pris les commandes du peloton et qui va gérer l'écart désormais avec cette échappée.
200 km de l'arrivée et on a pris un premier abandon, celui de Maxime Van Gils qui était le leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Donc là c'est quand même un coup dur là pour la Red Bull Bora-Hansgrohe qui sont venus sans Primoz Roglic, ancien vainqueur. Leurs espoirs vont probablement se reporter sur Roger Adria ou sur Daniel Felipe Martinez pour la Red Bull, donc avec Maxime Van Gils qui abandonne. Et puis il y a un coureur qui lui n'est pas du tout parti, c'est George Bennett, le coureur de l'Israël Premier Tech. Du côté de l'Israël, on va compter sur Joseph Blackmore ou Alexei Lutsenko. On a aussi Stephen Williams qui est là. L'écart qui a grandi d'un coup. Là, on est plus à près de 5 minutes d'avance pour les 12 hommes de tête. C'est une échappée donc qui devrait être devant un bon moment. On a rarement vu l'échappée aller au-dessus de 5 minutes dans les précédentes courses. En général, à partir de 2-3 minutes, le peloton serrait la vis. Là, il y a un peu plus d'avance et ils sont 12 devant. Donc, ça va être une échappée qui va nous occuper un temps. Il ne devrait pas être repris à 100 km de l'arrivée comme on l'a vu sur d'autres longs classiques. On va donc faire un petit point sur un des échappés. J'en ai parlé tout à l'heure. Le plus prestigieux, c'est Jack Haig. Alors, on va voir sa carrière. Et c'est vrai que c'est un coureur qu'on connaît bien. On prononce son nom assez souvent, le coureur de la Bahrain Victorious. 31 ans, l'Australien. Mais il ne compte que 2 victoires dans sa carrière. Donc, c'est quand même pas beaucoup pour un coureur qui a toujours été là, toujours été en World Tour. Il a commencé sa carrière en 2016 du côté de l'Orica Green Edge, qui était l'ancienne Jayco Alula, l'équipe australienne, qui s'appelait à l'époque l'Orica Green Edge, puis l'Orica Back Exchange, puis l'Orica Scott, puis la Mitchelton Scott. Il était là durant toutes ces années jusqu'en 2020, et c'est en 2021 qu'il a rejoint donc la Bahrain Victorious, l'équipe du Bahreïn, qui elle n'a pas changé de nom toutes ces années. Il a donc fait toute sa carrière en World Tour. Il a participé à de nombreux grands tours, de nombreux monuments, mais donc seulement 2 victoires dans toute sa carrière. Une victoire sur le Tour de Pologne en 2017. C'est sa seule victoire sur une course World Tour. Et puis une victoire sur le Tour d'Andalousie. À chaque fois, c'était des victoires d'étape, pas de classement général. Ça, c'était en 2020, sa victoire d'étape sur le Tour d'Andalousie. Et c'est tout pour Jack Haig. C'est donc évidemment pas beaucoup. Lui qui a participé à 13 grands tours dans sa carrière, 5 Tours de France, 5 Vuelta et 3 Giro. Son meilleur classement, c'est une 3e place sur la Vuelta au classement général en 2021. Il avait terminé 3e derrière Primoz Roglic et Enric Mas. C'est quand même donc pas n'importe qui, 3e d'un grand tour, un podium. Sur le Giro, il n'a jamais fait mieux que 19e. Et sur le Tour de France, c'est encore pire. Il n'a jamais fait mieux que 28e. Et puis surtout, aucune victoire d'étape dans ces grands tours et même assez peu de placements sur des étapes. Il a juste fait 4e d'une étape du Tour et 4e d'une étape de la Vuelta. Mais sinon, il n'a jamais été vraiment dans le top 10 sur des étapes. C'est donc un coureur plutôt constant, mais toujours quand même un petit peu en retrait des autres. Et puis sur les monuments, il a fait 5 Liège-Bastogne-Liège, 4 Tours de Lombardie et même un Tour des Flandres. Et on l'a dit, son meilleur résultat, c'est une 11e place sur Liège-Bastogne-Liège. Il a par contre été aussi 6e du Tour de Lombardie en 2019. Ça, c'était un vrai bon résultat pour l'Australien. Cette saison, on l'a vu sur plutôt des courses par étapes, le Tour de la Communauté de Valence, le Tour des Alpes-Maritimes. Il était là sur Paris-Nice ou sur le Tour du Pays Basque. Mais il n'a jamais réussi à se montrer. Son meilleur résultat, c'est une 7e place lors du chrono du Tour de la Communauté de Valence. Au classement général, il a fait 30e de Paris-Nice, 34e du Tour du Pays Basque. Il est désormais plutôt un équipier qu'un leader, mais aujourd'hui, il est à l'avant, Jack Haig, avec des coureurs beaucoup plus jeunes, beaucoup moins expérimentés dans cette échappée. Et il sera d'une grande aide, je pense, pour les hommes de devant. On rappelle leur nom. On a 4 Belges avec Van Triert, Bonneux, De Salle et Mins. Et on a aussi 4 Français avec Lebert, Boulawat, Retailleau et Renard Aquin. Un Argentin avec Sepulveda, un Allemand avec Wilksch, un Norvégien avec Lolland et puis donc un Australien avec Jack Haig. 160 km de l'arrivée, les hommes de tête qui ont passé la première difficulté du jour, la côte de Saint-Roch. C'était 1 km à plus de 11% de moyenne, donc ça monte évidemment beaucoup, mais comme c'est le début de course, ça n'a pas fait d'écart ni dans les échappées ni dans le peloton. Un peloton qui est mené par 2 coureurs, Vegard Stake Laengen, le Norvégien de la Team Emirates, et Gil Gelders, le Belge de la Soudal Quick-Step, les équipiers de Pogacar et de Evenepoel, déjà à l'avant, et ils ont raison, parce que l'écart est désormais de 6 minutes. 6 minutes entre les 12 hommes de tête et le peloton. Il faut donc un petit peu, pas s'inquiéter, mais voilà, se mettre à bosser pour pas laisser non plus 10 minutes à ces 12 hommes.
qui vont être à l'avant une bonne partie de la journée aujourd'hui. Sous le soleil belge, hein. Il ne pleut pas aujourd'hui, les conditions semblent parfaites pour faire du vélo. Il ne semble pas non plus qu'il y ait beaucoup de vent. Tiens, un ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège à l'attaque, en la personne de Bob Jungels, le coureur de la team Ineos Grenadier. Alors là, c'est très étonnant, hein. On est à 131 km de l'arrivée. Le peloton a 5 minutes et 20 secondes de retard sur les échappées, l'écart qui a légèrement diminué. Et Bob Jungels qui a décidé de sortir du peloton. Alors, combler tout seul 5 minutes, ça paraît assez compliqué, ambitieux, perdu d'avance, mais il se le tente, Bob Jungels. Ineos, dont on a l'habitude qu'il soit à l'avant, qu'il soit offensif. Ils n'étaient pas dans le groupe d'échappés. Du coup, ils partent dans un second temps, enfin même dans un 14e temps, là, Bob Jungels. Ancien vainqueur, quand même, hein, de Liège-Bastogne-Liège. C'était en 2018. Il devançait Michael Woods et Romain Bardet. Il y a un autre ancien vainqueur qui est au départ, dont on n'a pas parlé, en plus de Pogacar et Evenepoel, c'est Jakob Fuglsang, vainqueur en 2019. Il court, lui, désormais, pour l'Israël. Première Tech, le Danois. Et les Ineos Grenadiers qui nous refont leur coup favori avec la sortie de Tobias Foss, qui est à son tour sorti du peloton. On l'a pas vu sortir, en fait, il vient de revenir sur Bob Jungels, il a dû revenir à une vitesse folle. Et on a donc les deux coureurs Ineos Grenadiers là, qui sont intercalés, ils sont à 4 minutes 30 des échappés. Le peloton, lui, est à 5 minutes 35. Ils ont donc pris là en quelques temps, en 3-4 km, 1 minute d'avance sur le peloton. Ils sont partis dans une mission là, de rejoindre l'échappée le plus vite possible, tant que le rythme n'est encore pas trop élevé. On vient de passer le col de Ossir, 4 km à 7,2%. Et il y a encore, on va dire, 40 km, un petit peu de transition plutôt plat avant le vrai début des difficultés qui vont ensuite s'enchaîner. Leur objectif, je pense, c'est de rentrer sur les hommes de tête avant la côte de Mont-le-Soie, 2 km à 7,5%, qui sera le véritable déclenchement des hostilités. Mais voilà, la team Ineos qui de nouveau envoie Tobias Foss à l'avant. On l'a souvent vu, hein, Tobias Foss être le dernier résistant de l'échappée, mais se fait reprendre, hein, ça n'a jamais marché. Et il retente le coup aujourd'hui, bravo. Hein, cette équipe Ineos Grenadier, vraiment, elle est devenue l'opposé de ce qu'elle était il y a 5 ans, à contrôler les courses, à rendre tout complètement couru d'avance. Et ben là, ils essayent de nouveau de chambouler les schémas établis en envoyant 2 hommes à l'avant après plus de 100 km de course. Ils décident de se montrer et de tenter de rejoindre les échappés, les 12 hommes de tête. Ça leur demandait un effort, hein. C'est pas du tout fait, mais ils se le tentent. Ça avait bien commencé, leur idée aux Ineos. Ils étaient très vite sortis, ils avaient très vite repris du tour sur le peloton. Mais désormais, c'est à la fois pas une bonne nouvelle pour eux, ni pour les échappés, ce qu'ils ont fait au final. Parce que l'escar s'est stabilisé autour d'1 minute 30 entre le peloton et Tobias Foss et Bob Jungels. Mais pendant ce temps, Bob Jungels et Tobias Foss, ils reprennent beaucoup de temps sur les échappés. Ils n'ont plus que 2 minutes et 8 secondes de retard sur les échappés alors qu'on est à 113 km de l'arrivée. Et ce qui veut dire que le peloton, lui aussi, se rapproche grandement des échappés. Donc 3 minutes 30 de retard sur les échappés. C'est un petit peu comme si Tobias Foss et Bob Jungels avaient lancé véritablement la chasse. Et que dans leur envie de revenir rapidement sur les échappés, dans leur sillage, ils ont emmené le reste du peloton avec eux qui s'est mis à vraiment les poursuivre. Parce que voilà, Tobias Foss, plus Bob Jungels, plus Jack Haig à l'avant, ça commencerait à faire beaucoup. Et du coup, là, les choses se sont clairement mises en route. Et c'est vraiment pas bon signe pour l'échappée. Il est fort probable que si Foss et Jungels n'étaient pas sortis, l'écart entre les hommes de tête et le peloton serait plus grand. Mais là, ça se réduit. 3 minutes 30 donc désormais. C'est encore une belle marge. Mais ça se diminue et Foss et Jungels sont eux intercalés à peu près à mi-distance entre l'échappée et le peloton. 100 km tout pile de l'arrivée. Et les écarts qui se réduisent petit à petit. À la fois entre les deux Ineos, Foss, Jungels et les échappés, et entre le peloton et les échappés, et entre le peloton et Foss et Jungels. 1,43 de retard pour les deux coureurs d'Ineos sur les échappés et 2,37 pour le peloton sur les échappés, ce qui veut dire que les deux coureurs d'Ineos n'ont moins d'1 minute d'avance sur le peloton alors qu'ils avaient 1 minute 30 il y a encore peu. Ça semble désormais très très compliqué pour les deux coureurs d'Ineos, leur coup là qui a priori n'a pas marché. Mais bon, il y a encore un petit peu d'avance sur les échappés. Alors, on va faire un autre focus sur un des 12 hommes de tête. Et on va s'intéresser à l'Argentin Eduardo Sepulveda. Alors, parce que des Argentins, il n'y en a quand même pas beaucoup dans le cyclisme.
Et puis, de tous les échappés, c'est celui qui a le plus beau palmarès, puisqu'il compte 6 victoires dans sa carrière. Il a 33 ans, hein. C'est un coureur très expérimenté, Eduardo Sepulveda, qui a couru notamment pour la Movistar et qui est à la Lotto depuis 3 ans. Il a roulé à la fois en continental dans une équipe française du côté de la Bretagne Séché Environnement et de la Fortuneo. Il a roulé en Pro Tour dans une équipe italienne à Landroni Gioccatelli. Et donc, entre-temps, il a roulé aussi 3 saisons en World Tour à la Movistar et désormais 3 saisons à la Lotto pour Eduardo Sepulveda qui compte donc 6 victoires dans sa carrière. Aucune de niveau World Tour, mais voilà, des victoires sur des classiques comme sur la classique Sud-Ardèche ou le Tour du Doubs en France. Et puis des étapes du Tour de San Luis en Argentine, du Tour de Turquie, du Tour de Castilla y León en Espagne et même le classement de la Vuelta à Castilla y León. C'était en 2023, c'était la dernière victoire de sa carrière pour l'Argentin. Une figure connue du peloton, Eduardo Sepulveda, qu'on a même vu sur les grands tours. 3 Tours de France, 4 Giro, 2 Vuelta à son actif. Bon, il n'a jamais performé, il n'a jamais réussi ni même à faire un top 10 sur une étape d'un grand tour pour Sepulveda, qui est plutôt un grimpeur puncher. Donc voilà, une course comme aujourd'hui, ça correspond à son profil. Sur Liège-Bastogne-Liège, c'est sa première participation, tout simplement, à Sepulveda. Il a participé une fois à Paris-Roubaix, une fois à Milan-San Remo et 3 fois au Tour de Lombardie, où il n'a jamais fait mieux que 54e. Et aujourd'hui, donc, Liège-Bastogne-Liège, c'est sa première participation. Et il a réussi à prendre l'échappée pour l'équipe de la Lotto. Cette saison, on l'a vu sur une seule course par étape pour le Tour, c'était le Tour de Catalogne. Et puis on l'a vu aussi sur la Flèche Wallonne, où il avait terminé loin, 105e. Eduardo Sepulveda, l'expérimenté argentin qui est devant, avec 4 Français, on le rappelle quand même, Mathis Lebert, Ryan Boulawat, Valentin Retailleau et Henri-François Renard-Aquin. Mais également 4 Belges avec Johan Mins et Cyriel Dessal, ainsi que Camille Bonneux et Stan van Triert. Un Allemand avec Hannes Wilksch, un Australien avec Jack Egg, un Norvégien avec Zacharias Kohler-Lolland. Et donc l'Argentin Eduardo Sepulveda, derrière eux, un Norvégien et un Luxembourgeois en poursuite, Tobias Foss et Bob Jungels, qui semblent un petit peu condamnés désormais à errer dans le no man's land entre le peloton et l'échappée, sans parvenir à rentrer pour l'instant. 5 coureurs aux 5 premières places du peloton, et ces 5 coureurs de la Team Emirates qui continuent de durcir le ton, durcir la course. C'est Domen Novak qui vient tout juste de prendre la tête du peloton, le champion de Slovaquie. On est dans la côte de Vannes, 3 km à 5% de moyenne, mais avec des passages à plus de 12%. On a passé la côte de Mont-Lossois, et on va enchaîner ensuite encore avec la côte de Stoke, 1 km à 12% de moyenne, puis la côte de la Haute-Levée, 3 km à 6%. Les écarts qui continuent de diminuer. Le duo Foss-Jungels n'est toujours pas rentré sur les 12 hommes de tête. Ils ont 1 minute et 8 secondes de retard, mais le peloton est désormais juste derrière eux à moins de 30 secondes. Peloton qui a 1 minute 30 de retard sur les échappés, alors qu'on voit le premier coureur des 12 hommes de tête là en train d'être distancé. C'est le Belge Stan van Triert. Ils étaient restés 12 de manière admirable jusque-là, mais là ça y est, Stan van Triert est le premier à lâcher du lest, alors qu'on est à 86 km de l'arrivée. Au début, on s'était dit que c'était un peu foufou ce que faisaient Bob Jungels et Tobias Foss, puis on s'est dit qu'au final, ils étaient bien sortis, mais non, au final, ça n'a pas marché. Ils viennent d'être pris à 81 km de l'arrivée par le peloton, toujours mené par les teams Emirates. Tobias Foss, Bob Jungels sont repris. 57 secondes de retard désormais entre les échappés et le peloton, alors qu'on s'approche de cette terrible côte de Stoke. 12,5% de moyenne. Sur 1 km, ça va faire des gros dégâts. Ça va vraiment faire des gros dégâts. Le peloton qui est toujours fourni risque de l'être beaucoup moins après cette ascension. Allez, les échappés qui sont dans cette côte de Stoke, c'est les 2 coureurs de la Team Total Energy qui font le plus gros rythme. Valentin Retailleau, Ryan Boulawat. Et elle explose un petit peu cette échappée. Derrière le peloton qui entre à son tour avec Domen Novak en tête du peloton. Tadej Pogačar bien placé en 4e position. Alors on est quand même loin de l'arrivée pour attaquer, mais il a encore surtout des équipiers avec lui. En général, il attend que son dernier équipier soit cramé avant d'y aller. Il en a encore 3 équipiers devant lui, Tadej Pogačar. En arrière du peloton, on voit Tobias Foss qui est lâché, après son énorme effort bien sûr pour tenter de revenir devant, qui n'a pas marché. Il n'insiste pas, il est lâché du peloton. Stan van Triert, lui, est repris
par le peloton. Il était le premier échappé à être lâché. Allez, Ryan Boulawat en tête avec Eduardo Sepulveda, avec Zacharias Kohler-Lolland, avec Jack Haig et Mathis Lebert. Ils sont plus que 5 là dans l'échappée. En tout cas, ce sont les 5 à s'être un petit peu avoir pris leur distance et qui passent en ce moment au sommet de la côte de Stoke. Ils ont distancé les 7 autres. Le peloton qui derrière monte un petit peu moins vite que les échappés. Ils ont 1 minute 9 de retard alors qu'ils avaient moins d'1 minute. C'est une ascension à un rythme dur. On voit des coureurs évidemment qui sont lâchés derrière, comme Gregor Mühlberger pour la Movistar. Mais dans le peloton, ils sont encore bien, au moins 80, voire 100. Bob Jungels, ancien vainqueur, et donc lui aussi, il est en dernière place du peloton après Tobias Foss. C'est Bob Jungels, l'autre participant de cette tentative de revenir sur l'échappée qui est en train de lâcher. Le peloton qui passe à son tour au sommet de la côte de Stoke sans attaque, simplement sur un rythme soutenu, imprimé par Domen Novak. Et là, sur cette belle vue aérienne, on voit bien que le peloton a bel et bien encore une centaine de cyclistes dedans. Mouvement étrange de la part de la Bahreïn Victorieuse qui ont Jack Haig devant. Et on a Pello Bilbao là, qui a pris la tête du peloton, qui a limite mis une attaque. Est-ce qu'ils veulent essayer de sortir et de rejoindre Jack Haig? Le peloton qui a plutôt suivi. Et ils sont plus en train de ramener le peloton sur Jack Haig là. Étonnant. Alors que derrière, on voit un coureur distancé, un coureur important, l'ancien vainqueur, Jakob Fuglsang de l'Israël Première Tech, mais qui bien sûr n'a plus les jambes de sa jeunesse ou ni même de ses 35 ans. Et qui est distancé. 39 secondes entre les 5 hommes de tête, donc désormais, que sont Jack Haig, Mathis Lebert, Ryan Boulawat, Eduardo Sepulveda et Zacharias Lolland. Et derrière, ça s'est calmé, voilà. Le Bahreïn Victorious est rentré dans le rang et c'est de nouveau un coureur de la Team Emirates qui est en tête du peloton à 73,5 km de l'arrivée. Attention là, la première chute du jour. Pour l'instant, c'était vraiment propre. C'était aucun incident, mais là, dans l'ascension, alors c'était dans une montée, c'est dans l'ascension du col du Rosier. Heureusement, c'était pas dans la descente. Et c'est Warren Barguil là qui est tombé. Il y a eu ensuite un ralentissement, mais tout le monde a pu ensuite l'éviter. Mais Warren Barguil a l'air de s'être fait mal. Il est debout. J'ai eu peur que ce soit Romain Bardet pour sa dernière, mais non, c'est Warren Barguil. Il se doit se rasseoir. Il s'est fait mal au genou. Il sera pas là pour épauler Romain Bardet dans le final. Warren Barguil là qui vient de tomber. Ça en plus se fait des petites cassures au sein du peloton. Pendant ce temps, les échappés sont vraiment en sursis, ils sont plus que 4. Ryan Boulawat a lâché et a été repris. Il n'y a donc plus que Mathis Lebert, Jack Haig, Eduardo Sepulveda et le Norvégien Lolland. Ils n'ont plus que 20 secondes d'avance. A priori, ils vont être repris avant l'arrivée au sommet du col du Rosier. Le col du Rosier, c'est la plus longue ascension du jour. 4,5 km à près de 6% de moyenne. C'est pas la plus pentue, mais elle est quand même dure. Le peloton qui perd des éléments petit à petit. Ils sont plus 100 là, ils doivent être 80. En plus avec la chute, il y en a quelques-uns qui se sont fait surprendre. Alors qu'en tête du peloton, c'est Félix Großschartner pour la Team Emirates qui fait le train. Domen Novak, je crois, n'est plus là. Il a dû être lâché. Il a fini son boulot. Mais pas Großschartner. Terminé pour l'échappée. Ils sont repris juste avant le sommet du col du Rosier à tout pile 60 km de l'arrivée. Il n'y a plus personne devant, un peloton désormais groupé, même s'ils ont perdu pas mal d'éléments. On a vu un Geraint Thomas en dernière position en difficulté. On a vu un Alex Aramburu aussi qui a été distancé en difficulté. Henrik Mas aussi dans les dernières positions du peloton, qui a priori sont des coureurs qui ne sont pas dans une grande forme aujourd'hui et qui devraient être ne pas peser dans le final. On a toujours c'est Domen Novak qui est revenu finalement aux premières positions du peloton, et derrière lui il a 5 coureurs de la Lidl Trek qui est vraiment bien replacé, et c'est seulement derrière cette ligne de coureurs de la Lidl Trek que l'on retrouve Tadej Pogačar. Remco Evenepoel est lui un petit peu plus loin dans le peloton, qui est toujours d'environ 80 coureurs. On voit Lief avec 6 coureurs également bien placés aux premières positions. Pidcock, la Groupama FDJ aussi qui se replace. C'est désormais un petit peu de guerre de placement, être bien positionné avant l'arrivée du col de Desnier. Et puis ce sera surtout le col de la Redoute, que l'on attend tous, 1 km 600 à 8,8%. C'est probablement là que se jouera ce Liège-Bastogne-Liège désormais. Peloton à fond là dans la descente en direction du col de la Redoute. On est à 38 km de l'arrivée. Ils sont à 80 km/h et ça frotte, ça joue des coudes. C'est très 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 dangereux. Mais pour l'instant ça passe. Ils sont habiles sur leur vélo, mais c'est vraiment... c'est chaud. Évidemment on veut être bien placé juste avant l'ascension de la côte de la Redoute, où on sait que normalement les choses vont complètement exploser. Ça aurait été une course un petit peu
beaucoup plus tranquille que le Tour des Flandres ou que Paris-Roubaix où les choses s'étaient accélérées entre les favoris dès 100 km de l'arrivée. Là, c'est un scénario un petit peu plus tranquille jusqu'à présent. Heureusement que vous avez 100% cyclisme qui regarde pour vous tous ces moments où il ne se passe rien et qui va vous faire vivre uniquement les moments où il va se passer des choses. Et là, il va se passer des choses vu le rythme qu'il y a dans ce peloton. On voit la IF, on voit la Lidl Trek, on voit la Ineos menée par Geraint Thomas tenter d'être le mieux placé possible. Ils vont à fond dans la descente. Et là, on vient de voir le panneau de sécurité dans un petit village qui est censé limiter à 50 km/h, qui vous dit attention trop vite. Et là, il y avait le panneau qui clignotait 80 km/h en rouge, trop vite, ralentissez, pensez à nos enfants. Et ouais, sauf que là, non, ils ne pensent pas à vos enfants, les cyclistes, ils pensent à être bien placés le plus possible avant l'ascension de cette côte de la Redoute. Alors qu'étonnamment, on voit Remco Evenepoel assez loin placé dans le peloton, là, aux alentours de la 40-50e place, alors qu'on arrive au pied de la Redoute. C'est quand même assez étonnant de la part du Belge, là, s'il veut ne pas se faire avoir. Là, si Pogačar attaque, il n'est pas dans la roue du tout, là. Il est loin. Allez, c'est Pavel Sivakov qui est désormais en tête du peloton. Il y a encore des équipiers pour Pogačar. Alors, est-ce qu'il va attendre encore plus longtemps pour attaquer ou pas? Pogačar, il pourrait même profiter du fait que Evenepoel soit bien loin dans sa roue. Il a Pidcock dans sa roue. Il a Ben Illy. On a Romain Grégoire, Quinten Hermans, Nelson Poles, voilà les coureurs qui sont aux avant-postes du peloton. Derrière, on a Skjelmose avec Thibaut Nice. Voilà ceux qui sont devant, mais pas Evenepoel. Attention, Pogačar là qui se... Elle est partie. Si, l'accélération de Pogačar encore une fois, sans se lever de son vélo. Et il n'y a personne, absolument personne qui le suit. Pour l'instant, c'est Nelson Poles qui prend la tête du peloton. Waouh. Il le fait avec la même facilité que sur la flèche wallonne. Et il n'y a personne qui a même essayé pour l'instant de le suivre. On n'a pas essayé de suivre, on s'est dit, on sait que quand on essaie de suivre, en général, on se brûle les ailes. Donc on décide d'y aller tous ensemble à notre rythme. On va le laisser s'épuiser. Ils ont vu que ça avait marché sur la Stèle Gold Race, ils avaient réussi à le reprendre. Est-ce que ça peut remarcher là? Pour l'instant, il s'est envolé, Tadej Pogačar, sans qu'il n'y ait la moindre réaction. Mais peut-être que c'est bien joué de ne pas avoir tenté de réagir. Allez, ça y est, finalement, c'est Ciccone. Mais ça fait 30 secondes que Pogačar est parti derrière. C'est Pidcock qui suit l'attaque de Ciccone. Julien Alaphilippe dans sa roue. Ben Telet, Ben Illy, Skjelmose. Alors que Remco Evenepoel, il n'est pas là. Il est... Non. Je ne sais pas ce qui lui arrive là, Remco. Et il est accompagné par Romain Bardet. A priori, ça va être compliqué pour faire une bonne place pour Bardet. Mais là, Remco Evenepoel, il est dans un jour sans. On s'attendait à un duel, et on ne l'aura pas. Et derrière, c'est Julien Alaphilippe qui est sorti avec Ciccone jusque derrière lui, Ben Illy, Ben Telet, Pidcock, avec Thibaut Nice, avec Romain Grégoire, Louis Barret, qui est là aussi. Pas tant que ça de retard finalement sur Tadej Pogačar. Il a une dizaine de secondes, alors que Romain Bardet est derrière. Il a carrément crevé là, Romain Bardet au pire moment pour son dernier monument. Il ne pourra pas influer sur la course, Romain Bardet, malheureusement, pour son dernier monument. Derrière au sommet, les hommes forts derrière Pogačar, c'est Alaphilippe, c'est Ben Illy, c'est Pidcock. Alors que le groupe Evenepoel est plus loin. On va dire 10 secondes derrière le groupe Alaphilippe, avec Quinten Hermans. Pogačar, il a fait une attaque, on ne peut pas dire tranchante. Il a juste accéléré le rythme. Et en fait, il n'y a personne qui n'a même... daigner tenter de le suivre. Vas-y, amuse-toi, nous on va y aller tranquille et si ensuite on est un groupe de 15, on pourra peut-être revenir sur toi. Mais là, ils n'y sont pas allés. Et Pogačar, désormais, une dizaine de secondes sur le groupe Pidcock, Alaphilippe, Ben Telet, Romain Grégoire, Louis Barret. On a aussi Thibaut Nice et Giulio Ciccone, voilà les deux coureurs qui veulent manquer. Pour la Lidl Trek, on n'a pas de Skjelmose par contre, qui ne s'est peut-être pas remis de sa chute sur la flèche wallonne. Allez, Remco Evenepoel qui finalement, il est pas si mal que ça parce qu'il vient de revenir sur le groupe avec Romain Grégoire. On a Tish Benoît avec lui, Quinten Hermans, Guillaume Martin, Joseph Blackmore, Oscar Onley. Derrière Tadej Pogačar, on a un duo qui s'est isolé avec Thomas Pidcock et Ben Illy qui sont toutefois déjà à 19 secondes de Tadej Pogačar. Et derrière, on a Giulio Ciccone et Julien Alaphilippe qui sont sortis juste au moment où Evenepoel revenait sur eux et qui tentent de rejoindre Pidcock et Ben Illy. Est-ce que tout ce beau monde va se regrouper et s'organiser? Pour l'instant, on a deux coureurs
à la poursuite de Pogacar, donc avec Pidcock et Illy, et 2 coureurs derrière eux avec Ciccone et Alaphilippe, et derrière le groupe où vient de rentrer Remco Evenepoel, et d'où vient de sortir Mauro Schmid, tiens, qui était là, et qui sort de ce groupe. Ça veut dire qu'on s'entend pas. Ça veut dire qu'on s'entend pas dans ce groupe. Et donc, pourtant, ils sont une vingtaine dans ce groupe. On voit Michael Matthews. Il semble que Kevin Vauquelin est aussi là. Mais là, si c'est que des initiatives individuelles, si tout le monde se bat seulement pour espérer faire deuxième, eh ben, ça ne marchera pas pour rattraper Tadej Pogacar. 23 km de l'arrivée au sommet de la Côte des Forges. Et tout va bien pour Tadej Pogacar, là, qui s'est vraiment envolé. Il a 53 secondes d'avance sur le quatuor, qui s'est regroupé Ben Illy, Giulio Ciccone, Thomas Pidcock et Julian Alaphilippe. On le voit mal, ces 4 coureurs revenir sur le Slovène. Une vingtaine de secondes derrière Pidcock et Alaphilippe. On a un groupe avec Brandon McNulty, avec Carlos Rodriguez, avec Alex Baudin, Nelson Poles et Mauro Schmid. Et puis une quinzaine de secondes derrière ce groupe-là, on a le groupe Remco Evenepoel qui tente de mettre des attaques. Ils reviennent à l'instant, d'ailleurs, sur le groupe Rodriguez, Alex Baudin, suite à cette attaque de Remco Evenepoel. Mais il doit être énervé. Evenepoel, il est loin de la gagne, et dès qu'il fait une attaque, tout le monde le suit. Et ensuite, on arrête de rouler. Ils sont nombreux, ils sont plus de 20 dans ce groupe, mais ça s'entend pas du tout. Et la preuve, c'est que c'est McNulty qui est en tête de ce groupe, et évidemment, il imprime le rythme le plus faible possible, puisque McNulty, c'est un équipier de Pogacar. Alors là, vraiment, on s'entend pas du tout. Et c'est une bonne nouvelle, peut-être, ça pour Alaphilippe et les 3 autres, pour se jouer le podium. Allez, une attaque de Jordan Jegat, voilà, qui est encore dans ce groupe avec Evenepoel, qui tente de sortir. Rodriguez, Nelson Poles, McNulty qui suit toutes les attaques pour les contrer. Michael Matthews qui suit aussi. On a encore Lennart Van Edvelt, Peyo Bilbao, Santiago Buitrago qui sont aussi là. Thibaut Nice. Il y a du monde dans ce groupe, mais tant qu'ils ne s'entendront pas, ils pourront évidemment pas rattraper Pogacar, et même pour le podium, ça sera compliqué. 14 km de l'arrivée, on est dans la dernière ascension du jour, la côte de la Roche-au-Faucon. Elle est dure, plus d'1 kilomètre à plus de 10% de moyenne, mais il a 1 minute 20 d'avance. Donc le suspense, il n'est pas là. La victoire, elle est faite pour Tadej Pogacar, et il pourrait même avoir une crevaison, que ça ne changerait pas grand-chose. Le suspense, il est pour le podium, parce que les 4 coureurs n'ont plus qu'une dizaine de secondes d'avance sur un peloton qui grossit de minute en minute. Ils sont au moins 30-40 désormais dans ce peloton. On retrouve Evenepoel et plein d'autres coureurs. Et donc forcément, il y a des équipiers qui sont revenus. On a vu notamment un équipier de la Jacko Alula, où il y a Ben O'Connor, il y a Michael Matthews, qui s'est mis à travailler et qui reviennent donc sur le quatuor Pidcock, Illy, Alaphilippe, Ciccone. Là, il y a vraiment du suspense pour le podium. C'est pas encore fait du tout pour les 4 hommes de devant. Et du coup, Ciccone qui attaque direct. Dès le pied de la Roche-au-Faucon, et il est fort. Il met une belle accélération. Alors que dans le peloton, en toute dernière position de ce groupe d'une quarantaine de coureurs, on retrouve Remco Evenepoel, qui a priori ne se battra pas pour aller chercher le podium. Ça ne l'intéresse pas. Il voulait se battre pour la victoire, il ne peut pas. Ouais, non, il va finir au ralenti, Remco Evenepoel, qui était pas bien aujourd'hui. Ça sera intéressant de savoir ce qui s'est passé là, parce que c'est vraiment très très inattendu. Oula, et là carrément, ouais, Remco il est énervé là. La caméra forcément qui se concentre un petit peu sur lui. Et là, il a mis un énorme coup de frein dans cette montée pour faire comprendre à la moto qu'elle avait bien mieux intérêt de continuer sans lui. Parce que là, il a la rage, Remco, il a freiné, il s'est arrêté pour laisser la moto arrêter de le suivre. Il en a eu marre. Derrière, l'attaque de Ciccone a été bien suivie par Ben Illy, mais ça a lâché pour Julian Alaphilippe et de Thomas Pidcock, qui sont repris par le peloton principal. C'est Ciccone et Ben Illy qui sont isolés désormais, qui peuvent, s'ils arrivent au sommet, a priori, avec une dizaine de secondes d'avance, ils pourraient terminer 2 et 3 de ce Liège-Bastogne-Liège, qui a encore de la force dans le peloton pour en sortir et revenir sur ces 2 coureurs. Ça ne sera pas Alaphilippe ni Pidcock qui ont fini par céder. L'Italien Ciccone qui a fait la meilleure impression, vraiment, parmi ces 4-là, et Ben Illy toujours avec son style à l'arrache, qui arrive à suivre. Et derrière, dans le peloton, c'est Guillaume Martin. C'est Guillaume Martin qui est sorti avec Mauro Schmid dans sa roue. Et ils ont fait un petit écart. Allez, Guillaume Martin, ça serait beau là s'il arrivait à revenir. S'il faisait un podium, ce serait incroyable. Derrière, Pidcock est en difficulté, intercalé encore.
Il a McNulty juste derrière lui. Ah, et si c'était Guillaume Martin, le Français, qui faisait le meilleur résultat finalement aujourd'hui, ça serait une belle histoire pour ce super coureur. Il résiste bien, Ciccone et Ben Hill, aux 30 hommes derrière eux. Guillaume Martin et Maro Schmidt ont été repris. Ils sont à 5 km de l'arrivée et ils ont toujours 25 secondes d'avance là sur le groupe avec tous les autres, avec Pidcock, avec Michael Matthews surtout. C'est vraiment les coureurs de la Giacolula avec Ben O'Connor et Chris Harper qui travaillent le plus pour ramener, parce que Michael Matthews est a priori le meilleur sprinter de ce groupe. On y a aussi Alexandre Bourou qui est là, qui est un autre des hommes très rapides dans ce groupe, ou encore Romain Grégoire. Mais pour ça, il faut revenir sur Ciccone et Ben Hill et c'est compliqué pour l'instant. Vu que le fin est plutôt en descente, ça avantage bien sûr les écarts qui se stabilisent. Ah et oui, et devant, il y a toujours un coureur. Il s'appelle Tadej Pogačar, je ne sais pas si vous le connaissez. A priori, c'est lui qui va gagner. 4e monument de la saison pour Pogačar et 2e victoire. Après avoir fait 3e sur Milan-San Remo, 2e sur Paris-Roubaix et avoir remporté le Tour des Flandres. Il va remporter ce Liège-Bastogne-Liège avec une facilité assez déconcertante. S'il n'y a pas Mathieu Van Der Poel, c'est tout de suite plus facile. Et si Remco Evenepoel n'est pas en forme comme aujourd'hui, c'est encore plus facile. Là, il y avait vraiment personne pour le battre et personne qui n'a même essayé de le battre quand il a attaqué. Personne n'a voulu suivre, n'a essayé de suivre. Et là, on est à 300 mètres de la ligne et il peut déjà lever les bras, haranguer la foule. Ça va être son 9e monument de sa carrière. Il va reprendre un monument de plus que Mathieu Van Der Poel qui lui en a gagné 8. La folle course au record continue pour Tadej Pogačar qui s'impose d'une manière extraordinaire. C'est sa 3e victoire, il passe la ligne à l'instant, il montre un doigt au ciel. Qu'est-ce qu'il a été facile aujourd'hui. Il va enfin pouvoir se reposer, on le reverra sur le critérium du Dauphiné. Ça sera un beau critérium puisqu'il y aura aussi Jonas Vingegaard qui est le seul véritable coureur capable de l'inquiéter en montagne, ainsi que Remco Evenepoel. Mais sur Evenepoel, on a un petit peu plus des doutes, surtout après aujourd'hui. Derrière la 2e place qui devrait revenir à Ben Hill et Giulio Ciccone. Le groupe derrière est pas très loin, mais ça va suffire. Ben Hill, il roule. Il sait qu'il ne peut pas vraiment battre Ciccone au sprint, donc il roule pour s'assurer au moins la 3e place. Ciccone devrait faire 2e, on va vérifier ça. Derrière, on a Lineos qui roule. Il y a Axel Laurence qui doit encore être là. Allez, c'est parti pour le sprint. Giulio Ciccone, qui sans surprise dépasse facilement Ben Hill, mais Ben Hill qui va faire 3e. Ciccone 2e, Ben Hill 3e. Ils vont finir avec une dizaine de secondes sur un peloton d'une 30-40e place. Et c'est un coureur d'Astana, qui est venu faire 4e. Je n'ai pas vu qui. Astana, toujours, qui place des coureurs. Alors, j'avais vu aucun coureur d'Astana de toute la course. Et là, à la toute fin, il y en a un qui vient faire 4e. Devant, il me semble, Thibaut Nice qui vient faire 5e. Mais c'était 30 coureurs, dont de nombreux Français. On verra quel sera le meilleur Français. En tout cas, aucun parmi tous ces coureurs n'a pu inquiéter du tout Tadej Pogačar, qui était vraiment au-dessus du lot. Au-dessus du lot, Tadej Pogačar. C'était pas le plus fameux des classiques de la saison, on va pas se mentir. Il n'y avait vraiment pas trop de suspense. Il y a eu une échappée, reprise, il a attaqué, personne n'a lutté. Il a vite pris de l'avance, il n'y avait pas de suspense. Il ne marquera pas l'histoire comme les Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres que l'on a vécu, ou le Milan-San Remo. Ce Liège-Bastogne-Liège, il était vraiment sans rival. Et forcément, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors que, tiens, voici que Remco Evenepoel qui va arriver maintenant tout seul. Il n'a même pas envie d'être dans un groupe. Il y a des autres groupes qui arrivent, mais lui, il est isolé, tout seul. La rage, il va terminer peut-être 50e. Qu'est-ce qui lui arrivait à Remco Evenepoel? En tout cas, il n'était pas là pour combattre avec Pogačar. Et du coup, il n'y a personne qui l'a combattu. Et il s'est imposé facilement sur la doyenne des classiques. On se rapproche doucement, mais sûrement, des 100 victoires en carrière pour Tadej Pogačar. C'est sa 95e aujourd'hui. Son 9e monument, son 3e Liège-Bastogne-Liège. C'est le plus grand cycliste de l'époque. Ce sera à la fin de sa carrière le plus grand cycliste de tous les temps. Et c'est peut-être aussi bien le plus grand sportif tout court de l'époque, en tout cas, de cette période qu'on est en train de vivre. Il est incroyable aujourd'hui. Il n'avait aucun adversaire, Tadej Pogačar. Il s'impose avec 1 minute et 3 secondes d'avance sur Giulio Ciccone et Ben Hill. Et là, par contre, c'est évidemment des très bons résultats. Pour Ciccone, c'est son 2e podium sur un monument après sa 3e place
sur le Tour de Lombardie l'an passé. Pour Benelli, par contre, c'est son premier podium. Il avait fait 4e de Liège-Bastogne-Liège il y a 2 ans. Cette fois-ci, c'est la 3e place, c'est le podium. Derrière, c'est Simone Velasco pour l'XDI Astana Team, l'Italien qu'on n'avait pas vu, très discret, mais qui vient aller chipper la 4e place, juste devant Thibaut Nice, 5e, Andrea Baggioli, 6e, Daniel Felipe Martinez, 7e, et puis le premier français, ce sera finalement Axel Laurence de l'Ineos Grenadier qui vient prendre une 8e place juste devant Thomas Pidcock et Nelson Poles. On avait au total là un groupe de 39 coureurs qui arrivent à 1 minute 10 de Pogacar avec Michael Matthews 11e, Oscar Onley 12e, Tige Benoît 13e, Aramburu 15e, Lennart Van Etvelt 16e. On a Aurélien Paré-Peintre qui a fait 18e, Romain Grégoire 19e, Guillaume Martin 21e. Autres Français dans ce groupe, Jordan Gégat et Louis Barret qui font 24 et 25e. On avait aussi Clément Berthet, Alex Baudin ou encore Pavel Sivakov. Dans ce groupe aussi, des coureurs comme Peyo Bilbao, comme Roger Adria, comme Carlos Rodriguez, Santiago Buitrago ou Mathias Schielmose, mais qui ont tous fini au-delà de la 20e place. Des déceptions pour Marc Hirschi, 45e, il n'a même pas fini dans ce groupe finalement, il termine à 2 minutes 20. Et puis Julien Alaphilippe, lui aussi, n'a pas fini dans ce groupe, il termine 58e, juste devant un certain Remco Evenepoel. 59e à 3 minutes et 11 secondes de Tadej Pogacar. Évidemment, grosse déception. Déception pour Madouas, 64e. Romain Bardet, pour son dernier monument, n'a pas eu de chance avec cette crevaison, mais il est vrai qu'il n'avait aussi probablement pas les jambes. Il termine 82e pour sa dernière participation à une classique, une course d'un jour de sa carrière. Déception pour Magnus Cort Nielsen, 84e. Dylan Teuns, 88e. Geraint Thomas, 93e. Henrik Mas, seulement 99e, juste devant Clément Champoussin, dont on attendait aussi mieux. Enfin, le dernier du jour, c'est l'échappé Ryan Boulawat, le coureur de la team Total Energy. Échappé au long cours, qui termine dans un petit groupe avec notamment ses compères français de l'échappé, Valentin Retailleau et Henri-François Renard-Aquin à 16 minutes et 47 secondes. Boulawat termine 129e. Ça veut dire qu'on a à peu près une quarantaine de coureurs qui, eux, ont abandonné et n'ont pas fini la course, et notamment Warren Barguil, que l'on a vu chuter. C'est le seul coureur qui a chuté de toute la journée. Et il a dû abandonner. Et bien voilà, la saison des classiques est terminée. Il restera juste le 1er mai, la petite course. La petite, c'est quand même une course World Tour, donc c'est pas petite, mais c'est vrai que c'est pas la plus connue. C'est la seule course World Tour qui se déroule en Allemagne. Eschborn-Francfort, ça sera en même temps que le Tour de Romandie, qui sera la prochaine course à étapes qui va nous intéresser ici sur 100% cyclisme. Et après ça, ce sera le début du Giro que l'on attend avec impatience, le premier grand tour de la saison sur lequel il n'y aura pas Tadej Pogacar qui est le tenant du titre, ce qui donnera l'occasion à d'autres coureurs de se montrer, notamment à Primož Roglič qui tentera de remporter ce Giro pour la seconde fois de sa carrière après 2023. Mais on n'en est pas là. Déjà, on se remet un petit peu de toute cette saison, cette classique, même si ce Liège-Bastogne-Liège n'aura pas été celle avec le suspense le plus insoutenable aujourd'hui. Ça clôt quand même un incroyable mois d'avril qui nous aura offert de très 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 belles courses. Rendez-vous dès mardi pour le Tour de Romandie sur 100% cyclisme. Allez, salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.